communiqué tombé à midi aujourd'hui, communiqué de Jean-Paul Delevoye, l'ex-commissaire aux retraites, sans doute ne pouvait-il plus tenir après les révélations successives sur ses omissions dans ses déclarations à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il avait oublié de dire qu'il avait des mandats souvent bénévoles dans un certain nombre d'institutions. Il avait aussi minoré un peu fâcheusement les rémunérations qu'il avait perçues pour certaines de ses responsabilités. Il l'a dit, mon erreur est d'une légèreté coupable, je la paye. C'est la dure loi de la responsabilité. Hervé Nathan, c'était plus tenable, il fallait qu'il parte, Jean-Paul Delevoye. Oui, c'était plus tenable, puisque... Il faut quand même rappeler que Jean-Paul Delevoye a fait quelque chose de contraire à la Constitution. La Constitution, la loi fondamentale du pays, précise bien qu'être ministre est une fonction unique, exclusive. Donc on ne peut absolument pas avoir d'autres occupations, d'une part, et d'autre part, Jean-Paul Delevoye, qui est quand même ministre et donc en charge quand même de faire appliquer la loi, a montré le mépris qu'il pouvait montrer sur les textes de la République qui disent que quand on devient ministre, eh bien, on fait une déclaration exhaustive de ses liens potentiels d'intérêt sur les 5 années précédentes. Quand on est ministre, on est quand même là pour faire respecter la loi, les lois, et on doit la respecter lui-même. Donc oui, c'était plus tenable, puisque de toute façon, le parquet national financier allait bientôt avoir le dossier transmis et qu'il allait forcément être obligé de provoquer une information judiciaire et peut-être éventuellement on allait vers une mise en examen à terme, etc. Ça met un certain temps. Mais enfin bon, donc le ministre en charge de la réforme des retraites, en pleine grève, pas générale, puisqu'on n'en est pas là, mais en plein conflit, se retrouvait fragilisé. Oui, il fallait qu'il démissionne. Et à mon avis, l'histoire n'est pas tout à fait terminée par le gouvernement n'est pas totalement soulagé, parce qu'il faudrait qu'il explique comment, en fonctionnement interne, personne n'a prévenu Jean-Paul Delevoye qu'il faisait quelque chose de contraire à la Constitution. C'est un petit peu compliqué, mais normalement, le Premier ministre, il a sous ses ordres un haut fonctionnaire qui s'appelle le secrétaire général du gouvernement, dit SGG, qui est spécialement chargé d'informer les ministres nommément en disant « vous devez faire ça, vous devez tout déclarer, vous devez rompre vos liens d'intérêt, vous devez démissionner de tous les postes, etc. » Alors, soit le SGG ne l'a pas fait, et à mon avis, ça m'étonnerait, parce que c'est des gens qui sont plutôt carrés, soit il y a autre chose. Et il va bien falloir à un moment donné que le Premier ministre s'explique sur pourquoi il y a un tel bazar dans son gouvernement. Vous pensez que c'est pas tout à fait fini. Le Premier ministre aurait pu, entre guillemets, couvrir Jean-Paul Delevoye en disant on en a tellement besoin il n'a pas arrêté de lui trouver des excuses. Il a cru à sa sincérité jusqu'à midi, jusqu'au moment où il a fallu qu'il démissionne. Les ministres bredouillaient, M. Le Drian a bredouillé quelque chose d'assez bizarre. C'est oui, il croit à la sincérité. Et puis d'ailleurs, si le Premier ministre le croit, moi aussi je le crois. Donc voilà, c'était à peu près de ce niveau-là. Donc on était quand même dans une espèce de théâtre d'ombre où tout le monde savait que c'était intenable. Parce que depuis l'affaire Cahuzac, ce genre de choses sont évidemment très bien vues. Moi, je pense personnellement que Jean-Paul Delevoye fait partie de ces politiciens à l'ancienne. C'est pas, vu mon âge quand même, c'est pas péjoratif, qui avait beaucoup qui supportaient pas la législation post-Cahuzac, voilà, qui pensaient que que ça ne les concernait pas. Ils étaient habitués à cumuler beaucoup. D'ailleurs, la preuve avec M. Delevoye, surtout qui est quand même un ancien dans la fonction, donc il cumulait beaucoup et voilà, ça faisait partie de la vie politique et donc ils avaient beaucoup de mal avec ces. Alors la question qu'on se pose à cette heure, c'est de savoir si cette démission menace ou non la réforme des retraites. Alors, d'abord parce que Jean-Paul Delevoye était le spécialiste de ce sujet, ça fait des mois qu'il travaille dessus. Alors ça, on peut imaginer que d'autres responsables gouvernementaux, actuels ou futurs, seraient susceptibles de se saisir du dossier et de le maîtriser assez vite. Mais il y a aussi le fait que Jean-Paul Delevoye était très apprécié de ses interlocuteurs syndicaux, y compris d'ailleurs ceux qui n'étaient pas d'accord avec la mise en place d'une retraite par points. Écoutez par exemple Yves Verrier, c'est le secrétaire général de Force ouvrière, il vient d'apprendre la démission de Jean-Paul Delevoye, donc c'était en fin de matinée, et il continue de le ménager. Le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye s'était mis au service de ce projet. Je suis en profond désaccord avec lui là-dessus. Maintenant, c'est quelqu'un qui était un homme de dialogue, Il a été médiateur reconnu de la République, il a présidé le Conseil économique, social et environnemental et il portait sans aucun doute avec beaucoup de conviction ce projet. C'est quand même un peu étonnant, Judith Weintraub, non ? C'est toute cette avalanche de compliments pour quelqu'un avec lequel Force ouvrière, comme la CGT, était en désaccord frontal.
maintenant qu'il est parti. De toute façon, Jean-Paul Delevoye n'était plus en première ligne depuis qu'il avait dit publiquement qu'une clause du grand-père appliquée à tous signerait l'échec de la réforme. Vous vous rappelez, il s'était fait recadrer en Conseil des ministres, je crois, par Emmanuel Macron. C'est Édouard Philippe qui avait pris la main. Mais sans vouloir quand même la mort du pêcheur, je trouve que la façon dont il s'y est pris n'est pas très élégante. Même dans la déclaration à laquelle vous faites allusion, à un moment, il parle d'instrumentalisation de ses erreurs. Ce n'est pas simplement des erreurs qu'il a commises, mais comme Hervé l'a rappelé, c'est une violation de la Constitution, tout simplement. Après, il explique que c'est sa femme qui s'occupait de l'administratif. On a connu plus élégant. Pas mal celle-là, j'ai un conseil. C'est pas moi, c'est ma femme. Et enfin, pour couronner le tout, Jean-Paul Delevoye faisait partie de ces piliers de la majorité qui donnaient des leçons de morale à tout va. Oui, ça, on va y revenir après, justement, sur ce côté absence d'exemplarité. Mais est-ce que ça va être difficile, Georges Kuzmanovic, de trouver de nouveaux interlocuteurs pour les syndicats, aussi appréciés qu'apparemment l'était Delevoye? Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur Delevoye. Peut-être faudra-t-il rajouter une chose, c'est qu'il est entouré quand même de toute une série de ministres et d'autres membres de La République En Marche qui sont en déliquescence avec la justice et personne ne démissionne de rien. Et tout se passe... Déliquescence, on verra. Délicatesse, pardon, déliquescence. C'est le gouvernement qui est en déliquescence. Vous pensez à qui? Oh, mais je pense à tous ceux qui ont des intérêts croisés, comme M. Collère, Mme Buzyn, bon, les choses... notre ancien président, son nom m'échappe, de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand. Non, l'actuel, pardon. Non, François de Rugy. François de Rugy. Oui. Il y a M. Ferrand. Qui a quitté le gouvernement, lui. Il y a M. Ferrand, il y a l'affaire Benalla qui traîne de manière tout à fait étrange, sans qu'on comprenne ce qui se passe. Puis ainsi de suite. Enfin, il y a quand même beaucoup. Il y a le directeur de cabinet de M. Ferrand. Je n'ai pas la liste, mais enfin, la liste fait plusieurs pages. Sans que personne ne démissionne, sans que personne ne soit enjoint à démissionner, ou même carrément défendu par le président de la République, comme ça a été le cas avec M. Benalla. Donc, des fois, on peut se dire que, bon, ma foi, par rapport aux autres, je n'ai pas tellement triché, bon, ça devrait passer comme les autres. Je ne sais pas, peut-être qu'il s'est dit ça en étant un homme de l'ancien monde au regard de ces questions-là. Maintenant, est-ce qu'il y a des interlocuteurs? Mais oui, vous l'avez dit, c'est M. le Premier ministre qui est interlocuteur maintenant sur cette question, qui a repris la main, qui justement s'est fait recadrer. Ils ne manqueront pas d'interlocuteurs. M. Delevoye a mené les consultations sans visiblement trop écouter ceux avec qui il a parlé pendant 18 mois. Apparemment, il écoutait beaucoup, justement, mais il ne disait rien. Les frustrations sont plutôt de ce côté-là. Écouter et entendre, voilà. Chers internautes qui nous suivez, vous considérez majoritairement que non, la démission de Jean-Paul Delevoye ne menace pas la réforme des retraites. Vous êtes 61% à vous prononcer en ce sens. Citoyen Payeur nous dit avec un peu d'ironie sans doute qu'avec autant de mandats et de fonctions, il n'est pas étonnant qu'il ait bâclé ce fameux rapport sur la réforme des retraites. Et puis Dominique est plutôt inquiet. Tout refaire maintenant, c'est impensable. Pour ce quinquennat, c'est cuit, c'est lui qui portait la réforme. Il était censé maîtriser le sujet depuis 2 ans. Maintenant, après en avoir discuté avec les partenaires sociaux. Rachel Binas, vous pensez qu'on va trouver facilement d'autres interlocuteurs? C'est vrai qu'il y a le Premier ministre, mais lui, il est sur une ligne assez raide. C'est lui, par exemple, Édouard Philippe, qui porte le projet de vouloir installer un âge pivot. Ça serait, je pense, une erreur stratégique. Il n'est pas là pour ça, de toute façon. Il a d'autres fonctions à remplir qui ne sont pas celles-là. J'ai du mal à croire, en plus, que les partenaires sociaux puissent trouver un écho auprès de lui. La question, je pense qu'un passage de témoin est toujours possible, mais quelle est la marge de manœuvre des deux côtés, en fait? C'est-à-dire, quelle était la marge de manœuvre de Delevoye là-dessus? Parce qu'on sait qu'il n'est pas complètement autonome, indépendant. Il y a un gouvernement derrière lui.
Et puis de l'autre côté, du côté des syndicalistes, quand on entend par exemple soit vous retirez l'ensemble du projet, soit on continue, on peut s'interroger sur la marge de négociation qui existe. Et je ne pense pas que le principal frein à cette réforme, quoi qu'on en pense, soit aujourd'hui le départ de Delevoye. C'est bien plus profond que ça. Et il apparaît comme une espèce un petit peu de cerise sur le gâteau sur ce lit de colère qu'on voit s'exprimer depuis le 5 décembre. Quand même, pour défendre un petit peu Jean-Paul Delevoye, il joue quand même. D'abord, je pense le départ, évidemment, ne remet pas en cause la possibilité ou pas de faire la réforme. S'il s'agit de répondre à ces questions, la réponse est non. En revanche, il y a au moins un personnage pour lequel c'est un peu embêtant, c'est le Premier ministre, parce que ça veut dire que comme il ne peut pas compter quand même sur Madame Buzyn, qui normalement est la ministre des Affaires sociales, puisque c'est elle qui a déjà beaucoup de mal à se dépêtrer de l'hôpital, puisqu'elle est menacée par la démission de 650 chefs de service dans les hôpitaux, tellement ça se passe mal. On la voit mal s'occuper de la retraite, sur lequel d'ailleurs elle n'a pas montré une technicité formidable. Or, c'est quand même un dossier qui est à la fois techniquement très compliqué, qui concerne quand même 40 millions de personnes, mine de rien, puisque c'est pratiquement toute la France au travail qui, dans le futur, sera à la retraite, donc c'est quand même 40 millions de personnes. Et voilà. Et donc, il n'y a plus... Et quand on regarde bien, aucun des ministres... Par exemple, même Gérard Darmanin, qui est l'autre ministre de tutelle de la Sécurité sociale, comme ministre des Comptes publics, il a peut-être une maîtrise du dossier du côté financier, mais pas du côté des relations sociales. C'est tout ça qu'avait Jean-Paul Delevoye. Donc, ça veut dire que maintenant, le Premier ministre, il est tout seul en première ligne, c'est lui qui va devoir assumer. C'est compliqué. Il va être remplacé dans les plus brefs délais. Oui, j'ai vu ça. On attend. Enfin, il avait quand même quelques. Alors, juste pour l'aspect vraiment politicien, Jean-Paul Delevoye, il avait quelques avantages. Par exemple, il connaît très très bien le groupe LERM, ça compte. C'est lui qui l'a constitué quasiment. C'est lui qui a fait les listes électorales pour les législatives. Quasiment, c'est lui qui a obtenu l'élimination de chacun des députés, ou à peu près, qui siègent à l'Assemblée. Quand on doit faire passer une réforme aussi importante que celle-là, il y a des longs débats devant le Parlement. Il faut quelqu'un qui tienne le choc. Et de ce point de vue-là, Jean-Paul Delevoye, il n'est pas si facile que ça à remplacer. Moi, je ne vois pas dans le spectre politique de personnalité qui, en plus, a le contact avec les partenaires sociaux. À la République En Marche, c'est la dernière chose qu'ils savent faire. De toute façon, ils ont décidé, depuis le début, à part Jean-Paul Delevoye, grosso modo, tous les députés, tous les ministres affichent le plus profond mépris pour les partenaires sociaux, en considérant que tout ça, c'est le vieux monde. Donc ça va être un petit peu compliqué. Pardon ? Il n'y a que Philippe Grandjean. Il y a éventuellement Philippe Grandjean, mais dont on se demande où les conseils ont mené, puisque c'est un ancien proche de la CFDT, et dont on voit que si c'est ces conseils qui ont compté, en termes de résultats, par exemple, de rapport entre l'exécutif et la CFDT, c'est un échec total pour le moment. Donc voilà, c'est pas si simple. Voilà. Donc c'est pas simple. C'est un caillou dans la chaussure du Premier ministre, on va dire, pour être Alors, gentil. il y a effectivement dans cette démission toutes les questions qu'on peut se poser sur la gestion du dossier des retraites. Et puis il y a aussi peut-être tout le problème de l'exemplarité ou non qu'ont les responsables du gouvernement. C'est un sujet qui était assez familier de Jean-Paul Delevoye, puisque en 2010, il était alors médiateur de la République. Il expliquait savamment combien, quand on avait des responsabilités, on devait se montrer exemplaire. Je vous propose de réécouter cette séquence désormais culte. Aujourd'hui, nous devons très clairement afficher tous ceux qui, de près ou loin, celles et ceux qui président à des décisions de caractère public, quels sont les conflits d'intérêts qu'éventuellement on pourra leur reprocher. Mon angoisse, c'est de voir aujourd'hui la remise en cause de la confiance dans la décision publique parce qu'il y a un manque d'éthique et un non-respect à l'éthique. Mais c'est vrai aujourd'hui sur l'ensemble d'un certain nombre de comportements qui se doivent d'être exemplaires. L'exemplarité est aujourd'hui un élément de construction de la confiance. La transparence est aujourd'hui aussi quelque chose de tout à fait déterminant. Et en écho à ces images, je vous cite cette réaction de Nicole qui nous dit « Quand on travaille pour un gouvernement qui parle sans arrêt de transparence et de moralisation, on doit être irréprochable. » Et puis, Bon Sens Paysan, c'est le pseudonyme j'imagine, et nous dit « Les politiques n'ont pas encore compris la défiance de la population. » C'est vrai, Georges Kuzmanovic, que cette affaire de Delevoye, ça va encore renforcer cette défiance peut-être sur le thème faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais. Ils demandent des efforts aux Français, mais eux-mêmes s'en exonèrent un peu facilement. Ah oui, très sûrement. Heureusement qu'il a démissionné d'ailleurs. S'il était resté, ça aurait été catastrophique. Ça aurait été bien pire que s'il n'avait démissionné. Donc le coup est pour la retraite, pour la réforme de la retraite, ce sera moins grave maintenant avec la démission de Delevoye. Mais oui, on a quand même une série d'hommes politiques qui se font prendre la main dans le pot de confiture et qui s'en sortent
avec de légères réprimandes et puis continuent leur carrière politique assez facilement. Ajouté à toute une série de partis politiques, je pense spécifiquement au Parti socialiste qui a trahi tout son électorat de base en ne faisant pas ce qu'il avait promis quand ils portaient leur programme. Donc oui, on a une défiance vis-à-vis de une classe politique qui est tendanciellement quand même perçue, en particulier ceux qui sont proches du pouvoir, comme ne disant pas la vérité et étant sûrement pas transparente. Ça a toujours été comme ça, Judith Weintraub, ou bien est-ce que vous pensez que ce soupçon peut peser particulièrement sur le régime en place ou sur la majorité en place depuis 2017 ? L'inconvénient, le handicap du régime en place, c'est qu'il s'est voulu meilleur que tout le monde, plus transparent que tout le monde, à tel point, on se rappelle que la première loi votée sous l'ère Emmanuel Macron, c'était celle pour la transparence de la vie politique, portée, enfin conçue en tout cas par François Bayrou, qui a été obligé de démissionner puisqu'il était pris dans l'affaire des emplois fictifs du MoDem. Ça commençait pas bien. Ça commençait pas bien. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle l'opinion est particulièrement sévère avec ce que vous appeliez ces donneurs de leçons. Là, c'est qu'ils ont été particulièrement donneurs de leçons. Mais l'époque a changé aussi. Je crois que l'affaire Cahuzac marque quand même un tournant de ce point de vue-là, parce que lui, c'était le donneur de leçons en chef. Hein, il avait fait de la lutte contre la fraude fiscale son principal cheval de bataille, et ça, c'était insupportable. C'est ce commentaire de Double B qui est intéressant. Je ne comprends pas pourquoi le président et le Premier ministre ne les virent pas. Alors, j'imagine qu'il s'agit c'est un pluriel, qu'il s'agit des ministres qui peuvent être concernés par une affaire publique, plutôt que d'attendre leur démission. C'est mieux quand le ministre démissionne de lui-même, on a l'impression que c'est plus authentique dans la démarche. En tout cas, ça peut paraître plus sincère, disons. Là, on a attendu une semaine, les jours étaient longs. Et encore, on parle de la partie immergée de l'iceberg. Il y a toutes les affaires, soit qu'on ne connaît pas, soit qui n'ont pas pris encore de proportions trop importantes. Et puis ensuite, à chaque élection, on va manifester une espèce de surprise à l'égard de l'absentéisme, en ne comprenant pas pourquoi les gens ne vont pas voter, etc. C'est extrêmement triste parce que, vous l'avez dit, c'est un lien qui est rompu. Et à la fin, de tous ces politiques, on se dit que le spectacle de leur déchéance est plus beau que celui de leur réussite. Et c'est un petit peu ce qui caractérise aujourd'hui ce gouvernement et le lien qu'il a avec les électeurs. Il faudrait être vertueux pour cela, en prenant que M. Macron. Il faut quand même rappeler qu'il a quand même déclaré qu'il a gagné 3 ou 4 millions qui ont disparu, qu'il a dépensé en bon vin et en bonne vie, et en réparation d'une salle de bain au Touquet. Bon, ce qui soyons assez... Il a oui, bien fait sûr, l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Faire des baignoires en or, mais bien sûr, mais c'est un peu ridicule. On rappelle qu'il avait fait une déclaration de revenus et que son patrimoine n'était pas... Est en dessous de celui de M. Poutou, qui est ouvrier chez Ford. Bon, c'est un petit peu ridicule. Soyez en passant. Si, la déclaration, M. Poutou était à 30 000 et M. Macron était à 0. Bon, après avoir blessé à Rothschild, comme ça, c'est un peu étrange. Et puis, il y a eu cette vente d'Alstom à General Electric, où à la fin, on se retrouve avec son assistant, Hugues Bellet, qui se retrouve patron. Enfin, tout ça est extrêmement louche. Et sans aller plus loin sur ce dossier, parce que ce n'est pas le sujet, mais il y en a énormément de ce genre de dossiers dans ce gouvernement, et le citoyen, qui n'est pas nécessairement moyen, entend tout ça et se dit qu'il y a quelque chose de pourri au Danemark. Et je laisse la parole à nos internautes pour conclure. Romain Magisson qui nous dit « Faute avouée est à la moitié pardonnée ?» point d'interrogation. Je ne sais pas si ça évitera le naufrage de la réforme. Et Lomar qui regrette cette affaire Delevoye car celui-ci passait bien avec les partenaires sociaux. On continue à parler de la crise en cours si vous le voulez bien, mais pour se demander si le gouvernement pourrait faire preuve de davantage de fermeté. Il a demandé à plusieurs reprises qu'il y ait une sorte de trêve de Noël, mais c'est difficile à obtenir. Y a-t-il des marges de manœuvre? Y a-t-il des moyens de pression du gouvernement